Bonjour à tous, donc en effet je suis Sébastien Boyas, enseignant-chercheur au laboratoire MIP du Mans. Et l'idée de ce symposium en fait c'est vous présenter un petit peu nos réflexions et l'avancée de nos travaux dans un projet qui est relativement récent, là, qui a été initié depuis quelques années mais qui prend un petit peu plus d'ampleur progressivement par rapport à l'identification des caractéristiques physiques un petit peu déterminantes chez les joueurs de handball et qui viserait à optimiser un petit peu les processus d'entraînement et éventuellement le travail fait au niveau des jeunes. Donc là, la première partie que je vais faire, elle va vraiment se centrer sur des éléments de base au niveau du handball. Alors pour beaucoup, vous connaissez déjà cette activité, mais l'idée c'est vraiment de pointer un petit peu quelques facteurs clés qui ensuite vont vous permettre de mieux comprendre les présentations qui vont être faites par mes collègues juste après. Donc le handball, un sport collectif de petit terrain, okay, un sport de contact collectif en 7 contre 7 et sous cette forme de 7 contre 7 olympique depuis 1972 chez les hommes et 1976 chez les femmes. Donc un sport qui est bien connu en France maintenant, notamment par les bons résultats de l'équipe nationale ces dernières années. Et un sport qui est essentiellement, on va dire, européen, pratiqué un petit peu dans d'autres continents, mais qui est quand même centré en Europe, surtout pour les niveaux de performance les plus élevés. Donc, demi-temps de 30 minutes, avec 15 minutes de repos, avec une activité qui est quand même qualifiée par la littérature scientifique comme intermittente de haute intensité. Le rythme très rapide du handball a été encore plus accéléré depuis 2000 avec l'application de la règle qui permet les remises en jeu rapides. On n'attend pas que l'autre équipe soit rentrée dans son camp et à partir de là on peut jouer très rapidement tout le temps et ça a augmenté encore le rythme qui était déjà assez intense pour cette activité. Une activité où les joueurs vont répéter de nombreuses actions assez différentes tout au long du match comme des courses, des sauts. Donc des courses avec des changements de direction, des accélérations, des sprints, donc suivi ou pas d'impulsion verticale pour des sauts et pour tirer, contrer. Également des lancers, donc pour les passes, évidemment les tirs et également des duels qui peuvent être plus ou moins violents, on pourrait même dire, oui, on peut dire violents, au niveau des hommes surtout, c'est parfois un petit peu dangereux. À partir de là, on est capable de caractériser les sollicitations physiques globales qui sont observées chez les joueurs de handball. Alors classiquement, vous avez la distance parcourue, donc on voit qu'un joueur de handball va parcourir parce qu'il ne court pas tout le temps justement, entre 3 et 4 km, voire un petit peu plus, à une vitesse moyenne de 53 à 90 mètres par minute, ce qui n'est pas très rapide par rapport par exemple à un autre sport collectif de petit terrain. Le basket, où on va tourner plutôt aux alentours de 115 mètres minutes. Parfois, il y a quand même des pointes de vitesse qui peuvent être de 20 à 25 km/h. En lien avec tout ça, une fréquence cardiaque moyenne quand même relativement élevée, aux alentours de 82-83% de la fréquence cardiaque maximale, et des niveaux de lactatémie qui peuvent être très variables selon les études, entre 4 et 10 on va dire à peu près pour arrondir. Pour la perte hydrique assez intense dans un environnement confiné qui peut atteindre 2 litres et qui va avoir une petite incidence sur la performance qu'on ne développera pas ici, mais voilà, il faut le noter quand même. Alors après, ces sollicitations moyennes sur tous les joueurs, elles sont intéressantes, mais vous voyez qu'il y a des grandes disparités. Et l'idée, c'est que ces sollicitations vont être très fortement influencées par le poste occupé sur le terrain. C'est pour ça que je vais vous présenter rapidement, assez globalement, les postes qui peuvent être occupés au handball, pour que vous compreniez un petit peu les spécificités de chacune de ces positions. Alors, vous avez ici de représenter donc un demi-terrain de handball, avec la zone, le but ici, donc c'est les rouges qui attaquent, pour ceux qui ne sont pas trop familiers, et les verts qui vont défendre, on ne sait jamais. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'au handball, le poste du joueur, donc qu'on va nommer par la suite, est déterminé par sa position sur le terrain. Et sa position sur le terrain va aussi, quant à elle, déterminer le type d'action qu'il va devoir avoir à faire. Et globalement, un poste va occuper tout un couloir du terrain en longueur. Et l'idée aussi, c'est que donc, les joueurs ils vont se déplacer d'avant en arrière sur le terrain. Alors c'est un petit peu
résumé, hein, mais l'idée c'est ça, et qui vont rester sur leur partie de terrain. Bon, il y a des mouvements évidemment, mais globalement c'est ça. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que souvent un joueur, un poste d'attaque va défendre contre le même poste en défense. Enfin, ça va être des joueurs opposés, donc on verra que celui-là va défendre contre l'autre et ils vont se retrouver pareil de l'autre côté du terrain. Et donc on a des joueurs qui vont avoir les caractéristiques similaires qui vont s'opposer, c'est ça l'idée. Donc on a des ailiers qui vont être sur les coins du terrain, et puis ensuite des arrières qui vont être plus loin du terrain, d'où leur nom, hein, d'arrière, avec 2 arrières latéraux, un arrière central. Un pivot d'attaque qui lui va être aux abords de la zone au sein de la défense, et un gardien. Alors évidemment ce gardien là c'est pas le gardien de l'équipe rouge, hein, le gardien de l'équipe rouge il n'est pas représenté ici, mais c'est pour vous montrer où sont les gardiens. Donc l'idée c'est de faire ces grandes familles pour observer en fait 4 profils physiques et physiologiques qu'on va pouvoir déterminer au niveau du handball. Ouais, donc là vous voyez 1, 2, 3, c'est les dénominations en défense. On part de l'extérieur du terrain, puis on compte les joueurs, 1, 2 et 3. Et donc on a 3 postes en défense, en fait, 3 ou 4 si on parle de poste 3 haut ou bas. Donc en détail maintenant, les principales caractéristiques pour chaque poste. Alors c'est un peu caricatural, mais c'est volontaire pour vraiment aller à l'essentiel. Donc on a les gardiens de but qui évidemment vont avoir comme travail de garder les buts, donc d'arrêter les tirs adverses, ou d'essayer en tout cas. Et de relancer le jeu, notamment avec cette nouvelle règle là. Maintenant, au lieu de se lamenter d'avoir pris un but, il faut qu'ils attrapent le ballon et qu'ils fassent la relance très rapidement. Ça peut être parfois déterminant. Et avec ce que vous avez pu observer si vous regardez un petit peu le handball récemment, le fait que maintenant le gardien a tendance à être relativement souvent remplacé par un joueur sur le terrain, un joueur d'attaque. Le gardien a la possibilité en cas d'arrêt de faire des relances très rapides, voire de tirer au but lui-même. Donc à partir de là, ce qu'on va observer, on va en reparler un petit peu après, des dimensions corporelles assez grandes pour couvrir une grande surface du but, hein, c'est simplement c'est physique, hein, si vous prenez beaucoup d'espace dans le but, ça fait moins d'espace pour les tireurs, de la vitesse gestuelle et de la souplesse pour pouvoir atteindre un petit peu toutes les zones du but. Ensuite, au niveau des arrières, on a une base arrière qui est éloignée du but, donc il y a moins de pression défensive, donc ils ont la possibilité, et ils vont le faire, de faire circuler le ballon. De par leur poste aussi, ils ont plutôt tendance à tirer de loin, alors en général au-dessus de la défense comme vous pouvez le voir ici, mais aussi pour varier un petit peu le jeu, ils vont chercher à pénétrer la défense et on va voir que ça va avoir des conséquences sur les besoins de l'activité. Donc une qualité de passe importante, des dimensions corporelles surtout en taille pour aller chercher au-dessus en attaque et pour contrer le plus haut possible en défense. Et puis des qualités d'explosivité et de puissance pour gérer les duels quand on cherche à rentrer dans la défense. Au niveau des ailiers, on va avoir des joueurs qui touchent moins le ballon mais qui sont excentrés sur les côtés du terrain et qui vont avoir pour tâche de finir les actions en sautant vers l'intérieur du terrain de leur aile et en essayant de s'ouvrir l'angle maximum. Ils sont aussi sollicités pour jouer les contre-attaques, puisqu'en général ils sont moins concernés par les attaques quand c'est à l'opposé, quand le ballon est à l'opposé, donc ils anticipent et ils démarrent directement sur les contre-attaques. Et à partir de là, ils vont avoir besoin d'explosivité et de rapidité, et également une bonne agilité de la technique pour pouvoir tirer dans des situations qui ne sont pas toujours faciles, avec des angles fermés. Et donc ils doivent avoir un bon catalogue de gestes techniques à leur disposition. On termine par les pivots, donc placés au sein de la défense, qui eux ont pour but justement de perturber les déplacements des joueurs défensifs. Et donc ils vont utiliser leur corps pour créer des espaces, alors que ce soit pour eux ou pour leurs partenaires. À partir de là, si c'est pour eux, ils peuvent recevoir le ballon et ils doivent être capables de finir les actions, souvent de près, mais quand même. Donc des dimensions corporelles, encore une fois, c'est un argument qui va revenir souvent, important, des capacités de production de force assez élevées, et quand même de l'agilité de la technique. Ce ne sont pas que des brutes, en fait, ils ont quand même un brin de finesse. Alors, par rapport à ça, par rapport à ces spécifications qu'on a observées au niveau de chaque poste, on va retrouver des différences par rapport au déplacement et donc au niveau des courses sur le terrain. Donc les gardiens sont évidemment ceux qui courent le moins.
avec 2 km à peu près 45 mètres par minute. Les pivots, alors j'ai arrondi volontairement, il y a plusieurs études, donc j'ai vraiment arrondi de façon sommaire. Les pivots courent aussi peu, et puis c'est à peu près pareil, donc là j'ai mis des chiffres pareils, mais encore une fois c'était pour résumer plusieurs études, donc plutôt que de mettre des grands intervalles, j'ai fait à peu près des moyennes. Et l'idée, voilà, c'est qu'au niveau des ailiers, des arrières, on a des distances parcourues assez similaires. Alors si vous multipliez mètres par minute par 60, ça colle pas, mais c'est parce qu'on ne joue pas tout le match, en général, il y a des remplaçants. C'est ce qui a été observé, en tout cas dans la littérature. Donc pourquoi ces variations de déplacement? Bon, alors, évidemment, le gardien, il est centré sur sa zone de but. C'est le seul joueur au handball qui ne va pas traverser le terrain pour passer de phase défensive à phase offensive. Donc à partir de là, il a un déplacement forcément limité. Ce qui a été observé, c'est que les pivots, eux, avaient une aire de jeu, donc principalement en attaque, mais en défense, ils ne se déplacent pas beaucoup non plus, qui est restreinte. Il y a une zone centrale et de temps en temps sur les côtés également quand ils vont perturber sur les défenseurs numéro 2. Mais voilà, donc ils ne bougent pas beaucoup. Les ailiers, c'est un petit peu plus grand. Ils participent de temps en temps, ils ressortent pour faire la circulation de balles, ou alors ils vont perturber la défense, mais ils sont quand même plutôt dans le coin. Et avec une aire de jeu de 15 mètres carrés, et évidemment les arrières, donc latéraux et centraux, vont couvrir, eux, une beaucoup plus grande partie du terrain. Et donc à partir de là, donc pourquoi les ailiers à 15 mètres carrés, on retrouve au final une distance similaire aux arrières? Parce que les ailiers, eux, vont parcourir une distance plus grande à chaque traversée de terrain, puisqu'ils vont d'un coin à l'autre, donc ils font à chaque fois quelques mètres, une dizaine de mètres en plus, et ils courent le plus souvent pour les contre-attaques, donc ils font plus de courses. En parallèle à tout ça, qu'est-ce qui se passe au niveau des passes, des tirs et des duels? Donc on observe que les pivots font relativement peu de passes, puisque quand ils reçoivent le ballon à l'intérieur de la défense, c'est évidemment pas facile de faire une passe, il y a une grande pression défensive, donc ils vont plutôt chercher à finir. Les ailiers également, ils participent un poil plus à la circulation de balles. Par contre, les arrières, évidemment, base arrière, circulation de balles, c'est tout à fait normal. Ensuite, au niveau des tirs, peu pour les pivots, peu pour les ailiers, c'est surtout au niveau de la base arrière. Donc on voit que les joueurs de la base arrière font plus de passes et plus de tirs. Donc renforcement musculaire au niveau des rotateurs de l'épaule, coiffe de rotateur, ça peut être intéressant, ça, je glisse ça au passage. Et au niveau des duels, on a par contre beaucoup plus de duels réalisés par les pivots, donc toujours au sein de la défense, toujours en train de se battre entre guillemets avec les défenseurs, alors que les ailiers eux, font très peu de duels, puisque quand ils reçoivent la balle, en général, ils ont un chemin libre vers le but, vers la zone en tout cas, alors que les arrières font des duels un petit peu plus souvent. Donc ça a été montré par ce graphe là qui dénombre le nombre d'actions à haute intensité lors d'un match, avec des sauts, des actions de décélération, des changements de direction, des sprints, des duels et le total. Et donc on voit en effet que même s'ils ne courent pas énormément, les pivots sont ceux qui travaillent le plus souvent à haute intensité, suivis par les arrières, alors que les ailiers, eux, font surtout des sprints, mais au niveau des duels sont très faibles. Et comme ils touchent moins le ballon, ils font des sauts, mais juste de temps en temps pour tirer, donc un petit peu moins de travail à haute intensité. En ce qui concerne la fréquence cardiaque, donc là le gardien apparaît. Il est moins sollicité évidemment au niveau de la fréquence cardiaque que les autres joueurs, de par ses faibles déplacements. Et on voit encore une fois que c'est au niveau des pivots et des arrières qu'on a des fortes sollicitations, avec une demande un petit peu plus faible pour les ailiers. Au niveau des capacités physiques en termes de production de puissance, on voit que quand on normalise par rapport à la masse, parce qu'on va voir qu'il y a des différences de masse entre les joueurs, il n'y a pas vraiment de différence de puissance au niveau de la production de puissance des membres inférieurs. En ce qui concerne la détente, on voit des capacités de détente un petit peu plus élevées au niveau des ailiers et des gardiens. Donc là, c'est un contre-mouvement, un saut en contre-mouvement, donc avec élan, avec utilisation des bras. Quand il s'agit de répéter des sauts, donc on saute, on en répète ça, on voit aussi une plus grande capacité chez les ailiers, ce qui n'est pas vraiment surprenant, et plus faible chez les pivots qui payent entre guillemets leur masse corporelle, on va en parler, et une force de préhension supérieure chez les ailiers et plus faible chez les gardiens. J'en arrive aux dimensions corporelles en termes d'anthropométrie, et ce qu'on va observer, c'est que les ailiers sont les moins grands, les moins lourds et avec le moins de masse grasse.
Donc besoin d'aller vite, très rapidement sur quelques appuis. Donc à partir de là, il faut qu'ils soient très explosifs et pas trop lourds. Et voilà, pas trop musclés, pas trop gras, pas besoin de faire de duel, donc ça s'explique comme ça. Les pivots eux, sont plus grands, plus lourds, avec plus de masse grasse. Alors, une masse élevée pour pouvoir peser vraiment littéralement sur la défense, des muscles et de la masse grasse pour supporter les nombreux contacts, hein, à l'image un petit peu des rugbymen qui sont un petit peu plus étoffés, on va dire, que d'autres types de joueurs. Les arrières, eux, sont les plus grands, sont parmi les plus grands, sont lourds, avec un pourcentage de masse grasse moyenne. Donc la grande taille, explosivité pour aller chercher haut, on a dit. Et il ne faut pas qu'il soit trop pesant pour ne pas être ralenti en fait, dans les duels en attaque ou en défense. Et enfin les gardiens, grands et lourds pour occuper de l'espace. Et sans être trop lents, évidemment, ils ne peuvent pas être trop surchargés. Juste pour terminer par rapport à ça, qu'est-ce qu'on observe au niveau des jeunes joueurs? Donc il y a quelques études, mais l'idée c'est que évidemment les jeunes joueurs sont moins grands, moins lourds, moins musclés que les joueurs adultes, hein, que ce soit au niveau des juniors, surtout les études portaient surtout sur des juniors et des adolescents, mais ils sont plus rapides et plus agiles. Alors évidemment on peut faire des liens. Hein. Et ce qu'on peut observer également, c'est que les différences anthropométriques entre les postes sont moins marquées chez les jeunes joueurs. Donc il y a moins de différence, il n'y a pratiquement pas de différence en termes de taille, de masse chez les jeunes joueurs. Donc à partir de là, on peut se dire que peut-être que le jeu de handball chez les juniors fait appel à des besoins physiques différents. Mais en tout cas, ça va pouvoir être intéressant. Donc en conclusion, ce qu'on va retenir avant de passer ma parole à mes collègues, c'est que d'un point de vue important, ce qui a été aussi observé, c'est que les caractéristiques physiques et physiologiques, et même anthropométriques, ça a été montré, sont corrélées au niveau de performance. Donc, il y a une étude qui a porté sur les joueurs présents au championnat du monde 2013 qui a montré que les meilleures équipes, c'était les plus grands, les plus lourds, on va dire, les plus lourds. Voilà, donc il y a vraiment une relation observée par rapport à ça. Ce qui est aussi vraiment important à observer, c'est qu'il y a des exigences physiques, physiologiques très différentes selon les postes. Et à partir de là, il y a de nombreux auteurs qui recommandent de développer des entraînements spécialisés pour optimiser les capacités les plus recherchées à chaque poste. Donc ok pour faire du travail de jeu ensemble, mais dès qu'on est sur prépa physique, vraiment rechercher la spécialisation par catégorie de poste pour développer les capacités. Chez les jeunes, des différences physiques qui sont moins marquées. À partir de là, on peut se dire ok, ne peut-on pas utiliser les connaissances actuelles pour orienter les jeunes vers les postes où leurs capacités seraient les mieux exploitées, puisqu'on a, pour les jeunes joueurs, en fait, moins de spécialisation, des joueurs qui vont pouvoir utiliser plusieurs postes. À partir de là, on peut attendre un petit peu que se développe leur qualité, voir un petit peu ce qu'il en est pour pouvoir ensuite les orienter vers les postes qui seraient les plus adaptés à leur qualité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, quelques questions, on a dit? Oui, c'est ouvert pour une ou deux questions, si vous souhaitez. En effet, applaudir cette belle présentation. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Élise? Juste pour l'étude sur les juniors, c'est quoi la catégorie? Ben en fait, voilà, sur les juniors, il y a eu des études qui ont porté sur des joueurs qui avaient plutôt aux alentours de 18 ans. D'autres mais en fait, globalement, c'est de 14 à 18. C'est tombé dans ces catégories-là. Et ça marche que pour les filles? Enfin, que pour les garçons, ça marche aussi pour les filles? Ouais, ce que j'ai observé, c'était principalement chez les jeunes joueurs masculins. Une question? Je veux juste savoir par rapport au duel, vous avez parlé donc, de tous les duels défenseurs et tout, mais je veux savoir si vous avez un nom pour le duel attaquant-gardien. Non, en fait, voilà, c'est ça. C'est évidemment quand j'ai parlé de duel ici, c'est vraiment les duels avec deux joueurs qui arrivent face à face et au contact. En fait, voilà, on n'a pas parlé des duels du tout attaquant-gardien. Abdel, pour essayer de vous souligner l'intérêt de la mesure donc de la raideur globale des membres inférieurs et des profils force-vitesse pour la performance en handball. Donc comme Sébastien l'a évoqué déjà largement, donc on voit bien qu'il y a de nombreuses qualités physiques qui seront nécessaires pour les facteurs de performance en handball. Donc avec des actions comme courir, handball, excusez-moi, oui, courir, sauter, sprinter, lancer,
bloqué ou poussé. Et donc, il y a un réel intérêt dans ce souci de détermination des capacités et de l'optimisation des performances physiques à essayer de déterminer des facteurs particuliers qui peuvent concerner soit la qualité physique au niveau des membres inférieurs, soit la qualité physique des membres supérieurs. Alors, dans ce cas-là, moi je vais par exemple vous présenter une approche que l'on mène donc, dans cette activité physique par rapport au sursaut d'allègement. Alors, qu'est-ce que le sursaut d'allègement? Donc, si on s'intéresse à cette définition exacte, donc c'est un petit saut vertical ou un rebond qui est utilisé habituellement comme une action préparatoire avant d'exécuter un mouvement dans le but d'améliorer l'efficacité de ce mouvement. Alors si je vous demandais quelles sont les activités physiques générales dans lesquelles on peut retrouver l'importance de ce sursaut d'allègement, eh bien on va retrouver notamment les joueurs de tennis. On le rencontre aussi, autre exemple, dans le baseball. Et puis, donc, en handball, vous voyez, il y a aussi cette nécessité qui peut être requise, notamment dans les phases de défense, par exemple, pour augmenter donc sa réactivité. On est dans un contexte où le facteur vitesse global est un facteur de performance important. On sait également que la capacité à manier efficacement la balle dans le jeu, qui est aussi une des caractéristiques du handball, peut se manifester pleinement donc quand les habiletés motrices spécifiques, comme la force explosive lors des sauts, a atteint un niveau satisfaisant. Donc, dans ce contexte-là, et dans le cas des activités du laboratoire motricité, interaction, performance, donc, que beaucoup d'entre vous ici connaissent, puisqu'on est partagé entre Nantes et Le Mans, et donc qui s'intéresse à la fonction musculaire, eh bien, donc, je m'intéresse avec les collègues plus spécifiquement à la qualité de ce sursaut d'allègement comme facteur de performance dans la pratique du handball. Alors comment essayer de refléter la qualité d'un sursaut d'allègement? Eh bien, on va s'intéresser à la raideur globale des membres inférieurs. En effet, on peut globalement, il y a beaucoup de modèles qui donc représentent nos membres inférieurs comme des ressorts. Alors vous savez tous comment un ressort fonctionne, et donc il va présenter donc un coefficient de raideur qui va, selon sa valeur, engendrer des déformations plus ou moins grandes en fonction de la masse qui lui est imposée. En gros, soit là, je suis très raide, ou alors je prends plus de temps, donc ça va solliciter. Enfin, je suis beaucoup moins raide, d'accord? Donc, c'est des propriétés viscoélastiques différentes qui vont être mises en jeu au niveau musculaire. Et donc, évidemment, dans le contexte du handball, avec le facteur vitesse, on a tendance à supposer que des facteurs de raideur plus importants pourraient être intéressants, de raideur globale des membres inférieurs. Alors je parle de raideur globale parce que je pense que dans certains de vos cours, vous avez dû voir qu'on peut étudier après des caractéristiques beaucoup plus spécifiques comme la raideur tendineuse après ou la raideur musculaire. Mais bon, pourquoi on a pris la raideur globale? Vous allez le voir, parce que surtout ça permet facilement de réaliser des mesures de terrain en fait. Donc on s'intéresse à la capacité de cette raideur globale des membres inférieurs d'affecter possiblement la performance en handball. Donc, comme je vous le disais, pour estimer cette raideur globale des membres inférieurs, eh bien, on peut le mesurer assez facilement sur le terrain, donc, ce qui présente des avantages certains quand on veut solliciter les entraîneurs. C'est toujours plus facile d'aller sur les sites que de faire venir toute une équipe dans un laboratoire. Les contraintes temporelles, etc., sont très différentes par rapport à tout ça. Donc, Dallot et ses collaborateurs, dans ce sens, ont proposé une méthode d'estimation de cette raideur globale des membres inférieurs suite à un test de rebond réalisé pendant 8 secondes. Donc, en utilisant, alors, on n'a aucune action avec OptoJump, mais c'est l'outil qu'on utilise et qui est très pratique dans ce sens-là. Donc, un outil que je vais vous présenter un petit peu dans quelques instants et qui sera également détaillé dans ses applications par James Robichon juste après moi. On réalisait un test de rebond au niveau de cet outil en gardant les genoux aussi raides que possible et les mains sur les hanches. Alors,
l'opto-jump, en fait, donc le système que l'on voit là, hein, donc ici c'est le système réduit, mais il peut se développer, je vous fais voir une illustration dans quelques instants, donc sur plusieurs mètres également. Son intérêt est qu'il s'agit d'un système de détection optique, donc qui est composé d'une barre qui va être considérée comme émettrice et une barre réceptrice. Donc au niveau de ces barres, il y a un ensemble de LED et qui vont communiquer en permanence entre les deux côtés. Et donc, quand vous allez sauter ou courir à l'intérieur de la surface définie par les barres, eh bien, il va y avoir des interruptions de cette communication entre les LED qui vont permettre ainsi de déterminer des temps d'envol et de temps de contact durant l'exécution de différents types de sauts ou de courses avec des précisions de l'ordre du millième de seconde. Après, donc, il y a des logiciels, donc des programmes dédiés qui permettent de déterminer un ensemble de caractéristiques liées à la performance donc, au niveau des membres inférieurs. Alors, je vous montre ici donc, différentes applications possibles par rapport à l'auto-jump. Donc ici, par exemple, on distingue un athlète qui est en train de réaliser un test de squat jump. Vous pouvez, donc, pour les tests de vitesse, estimer la qualité de la pose de pied, etc. Ou des tests de performance sur des mouvements latéraux. Donc un éventail de possibilités très intéressantes pour les investigations dans ce domaine. Donc, à partir de ce système et donc du test de rebond qu'on fait pratiquer aux athlètes, eh bien, on va donc déterminer le temps de contact lorsque les pieds touchent le sol, le temps de vol lorsque le corps est dans les airs. Et donc, Dalo a validé le fait qu'on pouvait estimer donc, lors de chaque saut donc, un coefficient de raideur à partir du temps de vol, du temps de contact et de notre masse corporelle. Donc lorsqu'on fait le test sur la durée de 8 secondes, eh bien, on obtient environ 7 rebonds pour lesquels on peut déterminer donc, cette valeur de K. On fait le moyen-âge de cette valeur et donc on a un reflet global de la raideur globale, donc reflet de la raideur globale des membres inférieurs. Donc, on a réalisé, donc, dans le contexte global là, du projet de recherche qu'on est en train de développer au sein du laboratoire, donc des premières mesures pour essayer de déterminer donc, dans quelle mesure ce facteur pouvait affecter ou être affecté par la pratique du handball. Donc, spécifiquement, on a par exemple étudié l'impact de sessions d'entraînement répétées sur cette valeur. On a réalisé donc, lors d'un stage donc, des mesures chez 36 jeunes joueurs de handball de niveau régional à national. Donc ici vous avez leurs principales caractéristiques anthropométriques. C'était tous des joueurs qui avaient déjà un vécu important dans l'activité. Il s'agissait d'une sélection au niveau départemental. Et donc les mesures réalisées durant un camp d'entraînement en pré-saison. Donc qu'est-ce que l'on a pu caractériser. Alors tout d'abord, en ce qui concerne le déroulement du camp d'entraînement, donc là il y avait d'abord une phase d'entraînement et de préparation physique générale de 9h à 10h30 le matin, une phase de récup, le repas, un peu de phase de repos et un deuxième entraînement qui était plutôt consacré sur les aspects physiques et tactiques avant le coucher. Donc on a réalisé les mesures au J1 et au J5 lors de la séance du matin après l'échauffement préliminaire à la séance d'entraînement physique. Qu'est-ce qu'on a pu observer ? Eh bien, c'est qu'entre le premier jour de stage où on pouvait considérer les athlètes comme frais et pas fatigués ou peu fatigués, eh bien, il y avait une différence et donc une diminution significative de la raideur au 5e jour. Alors, si on reprend les paramètres qui vont influer sur cette raideur, en considérant bien sûr que la masse corporelle était constante, eh bien, les variations observées doivent être basées sur des variations potentielles, soit du temps de vol ou du temps de contact. Donc on a poursuivi de manière plus précise les investigations afin de savoir s'il y avait soit l'un, soit l'autre, soit les deux qui étaient principalement affectés. Donc l'analyse statistique a révélé qu'on observait à la fois donc, une diminution du temps de vol et qui pouvait être donc caractéristique d'une diminution
de la puissance musculaire en lien avec donc l'enchaînement des entraînements et de la fatigue, mais également une augmentation du temps de contact qui pouvait être caractéristique d'une diminution de la réactivité neuromusculaire et donc de la capacité du joueur à essayer de réagir rapidement donc, suite à un saut lors du rebond. Donc, on a pu, à partir de cette base-là, tirer ces premières conclusions. Donc, la raideur globale des membres inférieurs chez des jeunes joueurs de handball est affectée par les sessions d'entraînement répétées. Et donc, cela avait un impact négatif à la fois sur le temps de vol et sur le temps de contact mesuré lors d'un test multi-rebond. À partir de là, donc, il semblerait que la fatigue inhérente à la pratique du handball touche les membres inférieurs en affectant les qualités de rebond au niveau de la puissance et de la réactivité. Cela va ralentir le sursaut d'allègement et, selon la revue de littérature, diminuer finalement la performance de saut. Et donc, cela doit être pris en compte lors des camps d'entraînement pour optimiser la préparation physique et prévenir les blessures. Ainsi, donc, ce type de mesures sont tout à fait pertinentes pour étudier le joueur, son profil musculaire et les conséquences de la pratique au niveau des membres inférieurs. Alors, je passe ma parole à Abdel. Donc l'idée ici, c'est pas de vous montrer des mesures, parce qu'on n'en a pas encore faites. L'idée, c'est de vous montrer qu'on peut finalement compléter cette évaluation de la raideur des membres inférieurs par des profils musculaires. Donc en handball, Sébastien l'a présenté, un peu moins pour Sylvain qui s'était intéressé aux membres inférieurs, mais on voit bien que quel que soit le poste, ils vont avoir besoin de qualité physique au niveau des membres inférieurs et au niveau des membres supérieurs. Donc l'idée, ce serait de déterminer des profils musculaires force-vitesse, toujours sur le terrain, en essayant d'avoir le moins de moyens techniques, le moins de moyens techniques déjà, ouais, on peut le dire comme ça, et le moins d'argent possible à dépenser pour les entraîneurs. L'évaluation des membres supérieurs et inférieurs, on passe rapidement, mais elle peut se faire de plusieurs manières. Vous pouvez très bien utiliser un cyclo-ergomètre pour les bras. On peut faire du medicine ball. Certains auteurs, Srekovic en particulier, a montré que c'était relié à la puissance musculaire des membres supérieurs sur du force-vitesse. On l'a vu à l'instant à la conférence plénière, on peut faire du force-vitesse sur pédalage pour les membres inférieurs. On peut faire des tests de pompe pour avoir le nombre maximum. Là, on se rapprochera un peu plus en fait, de l'endurance musculaire. Lafaille et collaborateurs ont adapté le test de Sargent, qui était pour la puissance des membres inférieurs. Au niveau de l'escalade, en faisant le même principe, on prend une mesure de notre gars, ici, voilà, on lui demande de sauter le plus haut possible et de faire une deuxième marque, et ils ont pu comme ça déterminer et valider un test très, très spécifique pour les grimpeurs. L'idée ici, c'est de... Alors le profil force vitesse, je vais passer assez rapidement parce que finalement vous le connaissez avec vos intervenants, M. Dorel et compagnie, c'est largement vu dans vos cours. Quel que soit le mouvement, et pour ceux qui étaient là ce matin également, quel que soit le mouvement réalisé, on peut déterminer un profil force-vitesse qui est linéaire dans une gamme de vitesse ou de force restreinte, certes, mais ça permet au moins d'avoir une idée de la capacité physique des membres inférieurs ou des membres supérieurs d'un individu. À partir de ces paramètres, à partir de cette relation, on a la pente qui est de plus en plus utilisée dans la littérature dernièrement, puis on peut extrapoler la vitesse maximale de contraction à vide et la force maximale théorique isométrique. On avait montré dans les années 2000 que finalement, cette force qu'on extrapole de la relation force-vitesse, elle ne correspond pas vraiment à la force isométrique qu'on pourrait mesurer en squat, puisqu'en squat, on reste dans une position statique à 90 degrés, alors que l'évolution de la force en fonction du temps nous amènerait plutôt à déterminer cette force maximale à un angle environ de 110 degrés pour le squat, quelle que soit la charge. Peu importe, ça nous permet au moins d'avoir des points caractéristiques et déterminer par le produit de la force par la vitesse la puissance maximale. Donc l'idée, c'est de voir chez les handballeurs si on peut déterminer des profils musculaires en fonction des postes ou s'il faut adapter les joueurs au poste ou l'inverse, c'est-à-dire adapter les capacités physiques à le pivot qui veut vraiment rester pivot, mais qui n'a pas les qualités forcément physiques pour être pivot, etc. Sur ces profils force-vitesse, donc je le disais à l'instant, on est de plus en plus intéressé à regarder cette pente pour déterminer si on est un profil force ou un profil vitesse. Et de plus en plus dans les études, on est plutôt
à déterminer cette pente plutôt que les paramètres extrêmes qui sont les extrapolations par rapport aux axes de coordonnées. Pour deux individus différents, on peut avoir la même puissance maximale, et ça va dépendre, mais ça vous l'avez vu dans vos cours, du profil de l'intéressé. P égale force fois vitesse. Donc dans un cas, on aura un profil qui est plutôt orienté vers la force, et un autre plutôt de la vitesse, mais le produit des deux donnera que deux personnes différentes vont avoir la même puissance maximale. Alors tout à l'heure, je disais que justement, l'idée, c'était d'étudier ces profils force-vitesse avec des moyens techniques le moins cher possible, puisque les entraîneurs, eux, ne vont pas s'amuser à acheter des plateformes de force. Les plateformes de force, au bas mot, ça coûte 15 000 €. Un myotest, alors je suis peut-être encore à l'ancienne génération, mais on est avec le logiciel à peu près à 1 000 €. C'est quand même un budget. Le GymAware doit coûter à peu près aussi 1 000 €. Et puis à l'époque de ma thèse, ça remonte un peu, Carmelo Bosco avait créé un codeur optique. À l'époque, ça coûtait 1000 francs. Je ne sais pas si ça vous dit des choses, mais voilà, faites la conversion. 150 €. Voilà, mais qui n'était pas assez développé pour pouvoir connaître le succès qu'a eu le myotest. Quoi qu'il en soit, d'autres chercheurs se sont intéressés à des méthodes beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides à utiliser et surtout beaucoup plus faciles à développer sur le terrain. Vous connaissez probablement la méthode de Pierre Samozino, développée en 2008. Alors je vais mettre toutes les diapos, comme ça on va pas perdre trop de temps là-dessus. L'idée c'est de mesurer la détente verticale et à partir de la détente verticale de calculer les forces, vitesses et puissance moyenne produites pendant la poussée. Donc pour cela, il nous suffit de connaître la taille, au moins la longueur des membres inférieurs de l'individu pour avoir la longueur de poussée. Et puis après avec un opto-jump, on peut avoir la détente verticale et avoir le temps de vol. Alors comme ça par curiosité, je suis allé voir le prix de l'opto-jump, 3 000 €. Ce n'est pas tous les clubs, tous les entraîneurs qui peuvent se payer. Donc, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire pour qu'on ait encore une méthode un peu plus rapide et moins chère. Et je vais vous proposer une solution juste après. L'idée de cet opto-jump, alors Pierre l'a validé sur un saut, squat jump. D'autres se sont amusés à le faire sur des tests de charge-vitesse en mettant des charges sur les épaules. Et ça marche tout aussi bien. Et puis il y a l'application MyJump que vous connaissez probablement, qui est sortie, qui doit coûter 10 €. Elle était à 5 € à sa sortie, maintenant elle est à 10 €. Donc voilà. Donc c'est des applications qui sont faciles à utiliser, qui peuvent permettre de ne pas avoir un opto-jump à acheter. Nous, on s'est amusé à prendre cette méthode et à se dire finalement, est-ce qu'on peut l'appliquer au développé couché? Donc on a pris notre barre de musculation, barre guidée qu'on trouve dans toutes les salles de musculation. On a mis le myotest et puis on s'est dit finalement, avec un collier de serrage Serflex, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut mesurer finalement la hauteur de vol de notre barre de musculation. Le seul problème, c'est que les Serflex, ils les vendent par 1000, mais ça coûte à peu près 5 €. Donc avec 5 €, on est capable finalement, avec de 3 mesures, la masse des membres supérieurs. La masse des membres supérieurs, ça représente à peu près, alors là on est vraiment dans l'approximatif, mais à peu près 10% de la masse corporelle. Donc en prenant en compte la masse de la barre et la masse des membres supérieurs, on peut déterminer la masse qui est mouvante pendant le développé couché. Et puis après, il nous reste quand même les deux distances que Pierre avait développées sur son test de saut, la hauteur de saut et la hauteur d'extension des membres supérieurs. Alors ces hauteurs, elles sont assez faciles à déterminer. Si on respecte quelques conditions, position de départ, sujet allongé avec les jambes repliées. Alors on a fait le test avec d'autres positions de développé couché où certains ont les pattes posées sur le sol ou sur le banc. Ça ne change rien. La seule condition qu'il faut, c'est que pendant tout le mouvement, le tronc reste bien sur le banc pour ne pas avoir à utiliser le reste du corps. On demande au sujet dans un premier temps de tendre les bras au maximum avec l'antépulsion de l'épaule pour avoir vraiment la hauteur à laquelle la barre va décoller. Et puis après on lui demande de jeter la barre, tout simplement avec des charges pas trop lourdes parce qu'on peut avoir la crainte de retomber. On avait fait ça avec des footballeurs avec Sylvain. Finalement, si vous accrochez une corde sur la barre avec deux appuis qui viennent à ralentir la chute, ça peut aussi sécuriser le système. Alors nous on était restés sur des charges entre 10 et 70% de la masse corporelle, ce qui reste assez raisonnable pour pouvoir le freiner. Et puis après, on lui demande de pousser le plus fort possible et de jeter la barre. Et notre Serflex, si vous ne l'avez pas serré trop fort, il reste finalement en position. Et ça nous permet d'avoir cette fameuse hauteur de vol que Pierre recalcule à partir de l'opto-jump.
Et ça, on a pu montrer que la méthode était valide, qu'on pouvait tracer des relations force-vitesse avec peu de moyens et avoir des valeurs fiables. Donc on se retrouve en fait avec des systèmes de mesure qui peuvent permettre de déterminer les profils musculaires des handballeurs et de voir un peu comment évoluer leur charge d'entraînement par rapport finalement au fait qu'ils doivent être soit plus puissants, soit plus forts. Donc soit on va travailler en charge lourde, soit on va travailler en charge légère pour faire évoluer ce profil vers ce qu'on pourrait appeler un profil optimal. Les questions, c'est simple, c'est est-ce que le profil musculaire dépend du poste du joueur? C'est ce que je disais en introduction. Ou plus simplement, est-ce que finalement il ne faut pas adapter le joueur parce qu'on a besoin de caractéristiques anthropométriques importantes, l'adapter au poste qui lui conviendrait le mieux? Ça, c'est des choses justement qu'on voudrait voir et qu'on voudrait développer avec le handball. Et puis, puisqu'on parlait des jeunes, on est bien conscient que chez les cadets, on ne va pas aller s'amuser à faire des tests avec 6 ou 7 charges, mais maintenant, de plus en plus, il y a la méthode 2 points, avec une charge légère, j'en ai parlé un peu ce matin, et une charge, on va dire intermédiaire, mais pas trop lourde. Il faut seulement que ces 2 points soient assez éloignés pour qu'on se retrouve vraiment sur les mêmes profils musculaires que si on avait 4 ou 5 points. Je te repasse la conclusion, Oui, avec juste le micro. Juste pour conclure, on retrouve finalement une certaine concordance dans ces différents projets. Donc sur la base qu'on a déjà évoquée de l'importance de la performance au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs dans la pratique du handball. Donc parmi les pistes qui vont nous interroger par la suite et qu'on va développer progressivement, donc c'est de savoir si il y a vous avez entendu parler du principe de la V-opt, mais est-ce que c'est le même principe au niveau de la puissance et de la réactivité? Est-ce qu'il y a un compromis idéal pour la performance en handball et notamment également en fonction du type de poste, comme on l'a évoqué dans le 3e point là? Donc, dans quelle mesure cela pourrait être lié à d'autres capacités physiques chez les joueurs de handball? Et puis, surtout, en lien avec ce que va vous présenter donc James dans quelques instants, et donc dans l'idée globale de Paris 2024, c'est de savoir si ces facteurs finalement ne pourraient pas être également prédictifs d'un certain niveau de performance dans la perspective d'une pratique à haut niveau et donc une finalité éventuellement de devenir professionnel pour des joueurs. Voilà, on vous remercie. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur de handball, cette double casquette, c'est un constat de départ. Je suis d'abord à l'origine un joueur de hand qui est devenu entraîneur région, sélectionneur de comité et qui travaille dans un certain nombre de clubs. Et ce club que je vais vous parler, c'est celui qui s'appelle le MSH, c'est le club du Mans, qui a en ce moment, on va dire, 3 équipes au niveau le plus élevé de jeunes, moins de 15 régions, moins de 17 régions, moins de 18 nationales, qui amènent à ce qu'on appelle des joueurs qui vont sortir de sélection, qui vont amener à être sélectionnés soit en ligue, voire aux portes de l'équipe de France, et avec qui on travaille sur ces jeunes-là pour améliorer leur performance. Et ce que je vais amener aujourd'hui, c'est un double regard. Le premier regard, c'est celui de la performance des joueurs de handball dans un club. Comment maintenir un niveau de performance élevé dans un club de hand qui souhaite être compétitif. Alors on regarde nous ce qu'on appelle en gros la ligue qui va être Maine-et-Loire, on va dire Loire-Atlantique, Sarthe, etc. Et on sait que la Sarthe n'est pas le département qui produit le plus grand nombre de joueurs de hand, donc on cherche à maintenir nos joueurs au plus haut niveau de performance avec la base de population de handball qu'on a. Juste à titre de comparaison, la Loire-Atlantique, quand on recrute sur les 2006, par exemple, je viens de faire le recrutement de 2006 en Sarthe, pour les jeunes garçons, on recrute sur 500 jeunes garçons. La Loire-Atlantique, quand j'ai discuté avec mes collègues, recrute sur 1200 jeunes garçons. Donc, à un moment donné, on se pose la question, c'est comment on peut être encore performant alors que la base de travail au départ n'est pas la même. On va essayer de trouver des solutions. Et la deuxième casquette que je vais avoir, c'est celui que j'ai en tant que professionnel. Je suis enseignant au sein du STAPS de l'Université du Mans. Alors, je suis Prague et mon travail m'a amené une collaboration avec le laboratoire et qui va reprendre la proposition qui a été faite par mes collègues et qui va vous montrer comment j'ai essayé d'introduire ça dans nos pratiques et dans nos pratiques de club. Alors, on va voir à un tout petit niveau pour commencer, mais qui nous interroge sur ce que l'on peut faire dans les pratiques du handball. Alors,
Par rapport à ça, c'est la combinaison des deux. Il s'agit de faire une évaluation, un suivi de jeunes handballeurs pour améliorer leur performance et comment un club qui souhaite maintenir, alors je parle que des jeunes garçons parce que le message s'intéresse qu'aux garçons, il n'y a pas d'équipe filles au message, c'est un club de garçons, donc je préfère prévenir que ce qui va vous adresser maintenant sera bien sûr adressé qu'aux garçons. Bien sûr, je ne pourrais pas faire le parallèle par rapport aux filles parce qu'on n'a pas ces cas. Alors, quand on a créé ce projet, on avait 3 objectifs. Alors l'objectif, c'était de trouver un lien entre club et recherche et entraîneur. Le premier, c'était d'évaluer les performances et les conditions physiques de nos jeunes. Où ils en sont, quelles sont leurs conditions physiques et quelle est leur performance, et qu'est-ce qu'on a concrètement parmi ces joueurs qu'on a pu sélectionner. De vérifier régulièrement les résultats de la préparation. Est-ce qu'ils évoluent bien, est-ce qu'ils ne évoluent pas bien? Est-ce que notre préparation que l'on propose va vraiment permettre d'avancer et de progresser? Le troisième objectif, c'est de créer une base de données sur les joueurs. D'avoir une base de données de leur capacité physique. Et on va voir de leur puissance, de leur vitesse, etc., qui va nous intéresser comme une base de traitement. La dernière, c'était aussi surtout de les motiver, parce qu'ils sont très joueurs. Comme tout handballeur, quand on leur affiche leur vitesse, quand on leur affiche tout ça, ils veulent s'améliorer. Ça fait partie de la source de motivation sur laquelle on a pu travailler. Et le dernier, c'était de bénéficier d'un avis objectif dans les phases de détection et de sélection. L'idée, c'était de se trouver avec des données sur des joueurs en disant ok, lui, plus que l'autre, pourquoi? On a toujours la même question. On a un joueur qui est grand, mais peut-être un peu moins. Il a quand même des caractéristiques. Comment, objectivement, on peut se dire, je prends lui ou pas lui? Est-ce qu'on a une base de données concrète, claire, qui nous permet de dire, lui, il a des qualités physiques, parce qu'on utilise toujours, quand on sélectionne, on les regarde, il a des qualités physiques, mais on part toujours dans le vide, on n'objective jamais. Et à un moment donné, c'est de se dire, objectivement, est-ce qu'il a des véritables qualités physiques qu'on peut matérialiser, qu'on peut observer? Alors par rapport à ça, je me suis appuyé sur le modèle de performance qu'on a pu évoquer, que Sébastien a évoqué à travers les différents postes, les différents rôles, etc. et qui vont nous amener à faire un choix aujourd'hui de présentation concrètement que du travail sur les membres inférieurs. On aurait pu parler des membres supérieurs, mais j'ai fait le choix de présenter les membres inférieurs parce que c'est une question aussi de validité et c'est les premiers tests qu'on a pu faire aujourd'hui. Alors dans les membres inférieurs, il y avait 2 qualités qu'on voulait voir apparaître, la qualité de vitesse de course et la qualité de détente. Alors là, je vais vous présenter que la qualité de vitesse. La qualité de détente qui a été évoquée par mon collègue sur le rebond, etc. C'est un autre travail j'ai pas encore finalisé, qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place, ça demande quand même du temps. J'ai travaillé principalement sur la qualité de vitesse et on va évoquer cette qualité de vitesse chez le handballeur qui va m'amener à la proposition qu'on a pu faire. Alors, le protocole de mesure de performance, c'est celle qu'on vous a présentée. Donc on a fonctionné de cette façon-là. On est parti sur la réalisation d'une distance la plus rapidement possible, départ arrêté, sur une distance de 25 mètres avec l'utilisation de l'auto-jump qui vous a été présenté, l'auto-joyness, et que vous voyez qu'on a concrètement mis bout à bout et qui nous permet d'observer un certain nombre de données sur les jeunes. Alors l'intérêt c'est que moi je puisse faire les deux, c'est que je suis à l'université du Maine, donc je peux récupérer le matériel pour faire les tests et en même temps je suis leur entraîneur, donc ça tombe bien, donc je peux faire les deux. Le temps de parcours calculé à l'aide des capteurs externes, donc on avait des chronos qui se déclenchaient au début et qui se déclenchaient à la fin, 2 types de chronos, un au 10 mètres et on verra pourquoi, et un à la fin des 27 mètres. Alors on s'est arrêté à 27 mètres, au départ c'est 30 mètres, je rappelle si on reste dans la littérature, c'est 30 mètres où on pourrait arriver à la vitesse maximale qu'on puisse atteindre, etc. On avait juste un problème purement matériel, c'est que les dernières barres ne fonctionnaient pas, donc quand ça ne fonctionne pas, on s'arrête à la distance qu'on avait, donc voilà, ça s'est juste posé comme ça. Vitesse, donc avec ça on a les vitesses exactes et moyennes, on a l'accélération exacte et moyenne, en gros le principe c'est qu'à chaque pas, on a le temps qu'il a mis entre chaque pas, la distance parcourue, etc., qui va nous permettre d'avoir un certain nombre de données, qui va nous permettre de travailler aujourd'hui et qui nous permettent d'avoir, concrètement, des données objectives sur leur qualité physique. Alors, la population que j'ai étudiée, c'est une population de jeunes de la saison 2016-2017 qui comprenait 15 joueurs de région, des moins de 15 régions, moins de 7 régions, moins de 18 nationaux. Et la deuxième population, qui était le deuxième parti qu'on a fait, on l'a fait en 2 temps, on a suivi les jeunes sur plusieurs saisons pour savoir où on en était. La saison 2017-2018, donc la saison passée, pas cette saison-là, qui nous a amené à ça. Alors en tout, on a suivi 29 jeunes sur 2 ans qui vont être présentés là dans le résumé que je vais vous faire aujourd'hui, qui va être qu'un résumé parce que je ne vais pas présenter les 29 graphiques des jeunes et l'évolution, je vais juste schématiser concrètement ce qu'on a pu mettre en avant et ce qu'on a pu observer par rapport à ça. Alors, les résultats, je vais schématiser en 2 temps. On s'aperçoit que concrètement, il y a 2 profils typiques. Alors, je parle bien de jeunes, je ne parle pas de seniors parce que ça a déjà été évoqué par mes collègues.
les seniors ont des profils d'autant plus particuliers suivant le poste. Alors chez les jeunes, classiquement, on échange très rapidement ou souvent les postes. Et ça nous reste, on va rester sur des profils typiques qui ne sont pas liés au poste parce qu'on veut les former et puis on n'est pas dans la stéréotype très souvent. Alors à partir des moins de 18 nat, oui, on va commencer à avoir des postes et privilégiés, etc. Mais chez les moins de 15, moins de 17, ils changent assez souvent de poste. On va amener aussi à des possibilités différentes. D'accord ? Alors par rapport à ça, le premier profil qu'on va voir apparaître, c'est celui que je viens de voir dessiné ici, qui va regrouper un certain nombre de jeunes, et je reviendrai sur lesquels. C'est un profil où on voit alors, la vitesse en mètres secondes et le temps. C'est-à-dire que là, vous avez le temps réalisé sur 27 mètres. On voit une accélération qui va nous intéresser. C'est quelqu'un qui est capable de produire une vitesse élevée sur un temps court. On voit une montée très rapide en vitesse, d'accord, sur un temps très court. Donc on voit que sur les 0,5, la première seconde, etc., il monte très très vite en vitesse et qui va amener à un moment donné plafonner. On va parler de sa vitesse maximum, il est vitesse maximum, pour atteindre ces 30 mètres ici. C'est une accélération importante en début de course. C'est un profil de handballeur qu'on rappellera plutôt force, si je reviens avec ce que mes collègues vous ont présenté tout à l'heure. D'accord ? Donc là, je fais le lien avec ce que mes collègues vous ont présenté. Dans la théorie ou dans la partie recherche, c'est un profil qu'on appelle plutôt force. Quelqu'un qui est capable de monter énormément rapidement en puissance, en vitesse et accélération, donc la courbe d'accélération est énorme, et qui va maintenir après pour atteindre ces 30 mètres. Le deuxième profil qu'on voit apparaître, c'est les deux profils, c'est un profil B. Un profil B qui est un profil de joueur qui est capable de produire une vitesse moyenne de façon plus régulière, donc qui monte de façon beaucoup plus régulière, avec une accélération modérée et régulière sur ces 30 mètres. C'est le deuxième profil qu'on voit apparaître et qui va lui atteindre une vitesse plus élevée que le premier. Il va dépasser la vitesse du premier et on va arriver à un profil de handballeur qu'on appelle un profil plutôt vitesse. Donc on a bien ces deux profils, un profil que mes collègues ont fait apparaître, qui se retrouvent dans nos jeunes handballeurs. Alors la question c'est quel profil est le plus intéressant et quel profil serait le plus performant. Alors là, c'est là où moi je veux en venir et c'est là où nous on a travaillé là-dessus. C'est la comparaison de ces deux profils nous amène à s'interroger. Quand on met les deux courbes ensemble, on s'aperçoit, alors si on s'arrête sur la recherche, c'est que toute l'air qui est produite en dessous de la courbe, c'est la distance parcourue, classiquement. Si vous prenez le profil bleu, toute l'air qui est en dessous, c'est toute la distance qu'il a parcourue. Pareil, la même chose. Or, on voit qu'entre les deux courbes, ce que j'ai assuré, c'est la distance qui est différente entre les deux profils. C'est-à-dire que entre 0 secondes et 4 secondes, le profil bleu va avoir une distance différente par rapport au profil rouge. Et on va revenir sur concrètement ce qui a été évoqué par mon collègue sur les besoins d'avoir des intentions explosives courtes, d'être capable de produire très rapidement des intentions sur des changements de direction, sur des 1 contre 1, sur des duels, qui vont nous amener peut-être à nous dire que ce profil bleu est un profil qui semble être plus performant ou plus intéressant pour nous, car il est capable de produire dans un laps de temps très court des actions beaucoup plus vite, beaucoup plus rapides, et donc de gagner par exemple 1 mètre, 2 mètres dès le début. Donc ça va nous amener à ça. Alors, ce qu'on le remarque, c'est d'une accélération différente, une aire sous la courbe de A et B qui sont donc différentes, ce qui va nous amener concrètement à nous dire que la différence des aires entre les deux profils sur des temps très courts est l'une des facteurs de performance de nos jeunes. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que quand on regarde ces profils, ça revient à ce graphique-là. En gros, j'ai retracé le graphique qu'on connaît classiquement sur les profils force-vitesse en reprenant les points de mes deux graphiques, le bleu et le rouge. On a un profil A de joueurs qui sont capables de produire une force maximum. Alors c'est ce que j'ai mis ici, on va le remettre à côté. Présente une majorité de joueurs ayant un niveau de performance élevé. Donc les groupes de A, quand on regarde les groupes des profils A et que je classe ces joueurs, ce sont tous les joueurs qui sont classiquement centrés sur ce qu'on appelle les joueurs clés de la catégorie, des joueurs qui sont sélectionnés pour la Ligue, des joueurs qui vont à la porte de l'équipe de France ou des joueurs qui sont surclassés ou qui arrivent au pool. Donc le profil A, la majorité des joueurs qui sont dans ce profil A sont des joueurs qui sont performants. A l'inverse, lorsqu'on classe et qu'on regarde le niveau des joueurs de profil B, ça reste une majorité de joueurs ayant un niveau très satisfaisant ou satisfaisant, mais qui ont des performances moindres que ces joueurs de catégorie A.
Alors, ça reste notre appréciation de l'entraîneur au regard des sélections, au regard, etc. Et il y a plein de facteurs qu'on va pouvoir remettre en cause et que vous allez me questionner, mais il y a la lecture de jeu, il y a les facteurs en gros, de performance des fronts supérieurs, il y a la connaissance. Oui, tout ça va rentrer en jeu, on est bien d'accord. Sauf que quand on s'intéresse rien qu'aux membres inférieurs et sans s'intéresser et qu'on trace les profils, on voit tout de suite qu'il y a deux groupes qui se séparent. Et on ne parle même pas du reste, ces deux groupes, rien qu'avec les membres inférieurs, déjà, les groupes se séparent. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de s'apercevoir, c'est que les profils les plus intéressants, en tout cas pour nous, ce sont les profils de joueurs qui sont capables de produire une puissance max à une vitesse faible, le plus tôt possible. En gros, ce profil-là, le profil bleu, c'est ceux qui vont être capables sur les 3-4 premiers pas, dans les premiers 10 mètres, de produire une puissance importante, donc c'est ce qu'on appelle les profils force, qui vont être normalement les plus performants. Alors bien sûr, en mettant toutes les limites que j'ai pu évoquer tout à l'heure. A l'inverse, les profils plutôt vitesse, les profils B, eux ont des performances qui semblent être moins importantes. Donc il faudrait objectiver concrètement la performance. C'est là où je ne suis pas rentré dans l'objectivation. Nous, on a classé en tant qu'entraîneur différents groupes. On a classé les joueurs en disant lui, je le considère comme performant. Lui, il fait partie du groupe, mais il est moins performant. On a clairement un autre set majeur. On a clairement les sélections qui nous permettent de classer nos joueurs. D'accord ? Et au regard de ça, ça nous amène à ces profils-là. Alors, l'interrogation qu'il faut amener, ou que j'amène aujourd'hui, et qui est celle qui nous a posé question lorsqu'on a commencé les entraînements, c'est comment, et là, vous voyez bien où je veux en venir, c'est comment faire passer ces profils rouges, pour nous, je veux dire, moi j'ai peu de joueurs qui représentent des morphologies intéressantes, qui vont représenter des joueurs investis, etc. Et parmi les joueurs que j'ai pu sélectionner, comment ces joueurs qui sont dans le profil rouge, je vais pouvoir déplacer, c'est ça l'intérêt de l'entraînement, comment je vais pouvoir déplacer ce profil rouge ou c'est très pour que la puissance commence à se rapprocher des profils plutôt verts, plutôt bleus, et commencer à me dire peut-être que si je les amène à modifier les profils force-vitesse qui sont proposés ici, à la rapprocher d'un profil force, je ne dis pas que je vais en faire un profil force, mais au moins la rapprocher, peut-être que j'aurai des facteurs de performance plus intéressants pour mes joueurs. D'accord ? Alors, ça nous amène à cette conclusion, qui reprend ce qui a été évoqué par mes collègues tout à l'heure. D'abord, c'est qu'on a un jeu sur un espace réduit, dans des temps différents sur des espaces très courts. On a des gestes d'attaque qui nous demandent du 1 contre 1, les 3 pas, le tir, les gestes de défense, les interceptions et la réalisation demandent de réagir dans un temps très court et un laps de temps très fin. On a une alternance de grand nombre d'actions très brèves. On vous l'a vu, il vous l'a présenté, le nombre d'actions brèves qui étaient présentes, le nombre d'actions qui étaient intenses, qui étaient proposées, des actions explosives dans le temps en préservant la qualité et l'efficience du geste, c'est ce qu'on va demander, ce qu'on va chercher à faire. Et on a des efforts brefs qui ne dépassent guère 2 à 3 secondes. Alors quand on reprend mon graphique, si on s'arrête à 2 et 3 secondes, regardez, quel joueur est dedans ? On le voit tout de suite. C'est celui qui est concrètement dans le profil A. D'accord ? Alors ça nous amène à ça, c'est nous ce qui nous a amené à travailler avec nos jeunes. Le profil de joueur performant, c'est celui qui est capable de produire une force élevée à une faible vitesse, donc celui qui a une puissance maximum dans une gamme de vitesse faible. Plus il est capable de produire concrètement une force élevée à une vitesse faible, donc à monter très rapidement avec une courbe d'accélération, fameuse courbe qu'on peut tracer, qu'on aurait pu tracer, élevée, plus il sera performant dans l'activité du hand. C'est ce que nous on ressort, en mettant toutes les limites que j'ai pu évoquer avant. D'accord ? Je reste sur les membres inférieurs par rapport à tout ça. Un travail de terrain sur cette capacité semble avoir un véritable intérêt. Et nous, en tout cas dans notre partie en tout cas du club, c'est le travail de préparation physique qui nous amène aujourd'hui à ce que l'on propose depuis 2 ans sur nos jeunes, à travailler cette fois-ci plus sur une augmentation de la puissance max sur des valeurs de force élevées à des vitesses faibles pour qu'ils montent très vite et qu'ils accélèrent très vite, plus que de travailler sur, on va dire, des profils vitesse où on va augmenter leur capacité de vitesse, qui nous semble moins pertinent. Regarde des recherches qu'on a pu faire aujourd'hui et qui nous amènent à nous dire optimisons déjà la capacité des jeunes qu'on a. On n'en a déjà pas énormément. Et est-ce qu'on peut l'optimiser en cherchant à mettre en lien le terrain et la pratique ? C'est l'objectif du travail qui a été commencé et débuté. Alors qui démontre tout de suite, vous voyez bien, 2 ans de suivi. Ça nous a permis d'arriver à cette idée-là, de commencer ce début de travail. Alors, est-ce que pour l'instant, je n'ai pas de conclusion à faire ? C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire, voilà un joueur A à telle période, voilà le même joueur à telle période, voilà comment il a évolué, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire ce travail-là. C'est celui qui va venir, mais c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à vous proposer ça. Alors, par rapport à ça, la conclusion que j'en fais, c'est que la première chose, c'est que dans la relation recherche-terrain,
il conviendra d'objectiver plus précisément cette relation entre le profil du joueur qui sont capables de produire des puissances max dans des gammes de vitesse faibles et la performance du joueur. Alors, on vous parle, quand je dis objectiver, c'est de vous dire, nous on se place en tant qu'entraîneur, hein, j'ai pris les 3 ou 4 entraîneurs, parce qu'on est plusieurs, des 3 catégories que je vous ai présentées, et je leur ai demandé de me dire quel est le joueur le plus performant pour eux, ou quels sont les joueurs les plus performants pour eux, et quels sont les joueurs les moins performants dans leur équipe. Et ça m'a permis de vérifier que les profils correspondaient bien aux joueurs. D'accord ? Or, c'est pas objectivé, hein, c'est que du ressenti. C'est un entraîneur qui ressent que ce joueur est plus performant. Alors, je m'appuie sur leur expérience, je m'appuie sur leur connaissance pour dire que c'est un joueur. Maintenant, il faudrait qu'on soit capable d'objectiver la performance d'un joueur. Et dire, oui, c'est vraiment un joueur performant, donc son profil, comment il est. Ça serait la problématique. Deuxième problématique, il s'agirait de mieux identifier et d'individualiser le travail de terrain des entraîneurs. On serait sur une idée qu'il faut individualiser le travail. Et c'est ce que vous a proposé concrètement pendant ce qu'on a fait la conférence juste avant, ce travail individualisé qu'ils font à travers les équipes de France de BMX. Ça serait un peu cette idée-là qu'on va évoquer aujourd'hui, autour qu'il serait souhaitable de poursuivre la construction de ce qu'on appelle un profil force-vitesse optimale au handball. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire ? Alors juste pour revenir rapidement là-dessus, ça voudrait dire d'être capable de se dire quel serait le profil optimal force-vitesse qu'on pourrait tracer, on l'appellerait une courbe verte, qui nous dirait ça, c'est ce qu'on veut voir apparaître chez nos jeunes, qui nous permet de dire lui, il est très éloigné, donc il va falloir qu'on lui rapproche, lui il est bien, donc on va plutôt le maintenir dans ce profil-là, etc. Donc d'avoir un profil optimal, alors qu'il faudrait travailler sur, bien sûr, des joueurs de très haut niveau. Pour avoir un profil optimal, c'est les joueurs de haut niveau qui nous donnent la base de ce profil optimal. Et qu'il faudrait calculer pour se dire, si je veux amener mes joueurs à sortir, à arriver au pôle, il faut qu'ils aient plutôt ce type de profil-là, et que je dois les amener moi-même à l'entraînement à travailler sur ce profil-là. Alors on sait que la période que j'évoque, moins de 15, alors pour que vous ayez une idée de catégorie d'âge, moins de 15, moins de 18, c'est des jeunes entre 13, les plus jeunes ont 13 ans, pour arriver en moins de 15, 13, 14 ans, moins de 18, ils vont jusqu'à 17 ans. Donc c'est une base de travail où on a tout à faire du point de vue développement. D'accord ? Et la dernière chose que j'ai pu évoquer, c'est que les profils musculaires est-il dépendant du poste du joueur ? Mes collègues l'ont déjà évoqué. C'est une question qui reste à se poser. Nous, on travaille sur les jeunes, donc on ne fait pas de différence de poste. Mais honnêtement, je pense qu'il faudrait qu'on travaille sur des profils optimales, peut-être par poste. Et ça serait une question intéressante. L'adaptation du profil en fonction des qualités nécessaires au poste. Est-ce que on pourrait aussi adapter le profil au poste et peut-être se dire que, suivant ce qu'a évoqué M. Boyas sur des types de postes, on pourrait avoir des profils optimales adaptés à ce poste-là. Et puis, la performance du handballeur n'est pas liée qu'aux membres inférieurs. Et on pense, en tout cas, et on l'a évoqué, c'est ce qui a été évoqué par mes collègues dans les mesures, que le travail sur les membres supérieurs sera obligatoirement nécessaire pour poursuivre le travail qu'on a pu commencer aujourd'hui et qu'on vous a présenté, qui est une toute petite avancée sur la performance en handball. Alors je ne dirais une avancée, une toute petite éclairage, je suis un peu vite, je me mets entre des guillemets, un tout petit éclairage sur ce que nous, en tout cas entraîneurs de terrain, on peut mettre en place auprès de nos joueurs. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais finir là-dessus. Je souhaite d'abord remercier le club qui accueille ces propositions-là, donc le club du message, qui est un club qui nous a mis à disposition à la fois les jeunes, à la fois leur temps, parce qu'un temps d'entraînement, c'est que c'est compté, que ça demande du temps. Alors on essaye de, comme on l'a dit, de gagner du temps, de faire vite, etc. Ça fait partie d'une politique de club, et je sais que c'est pas toujours facile, donc je souhaite d'abord les remercier par rapport à cet investissement qu'ils ont pu donner sur 3 catégories d'âge qui sont en compétition et qui sont des compétitions intéressantes. Et puis, je souhaite aussi remercier l'Université du Maine, qui, à la fois le laboratoire, qui... à l'Université du Mans, j'ai fait l'erreur, je vais revenir, qui nous met à disposition l'ensemble du matériel nécessaire pour réaliser cette avancée, en tout cas pour nous, entraîneurs de club. Voilà. Donc merci de votre attention et j'espère que ça a pu éclairer quelques petites pratiques de terrain, en tout cas qu'on a pu observer aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup James pour cette belle présentation. Je vais demander aux 4 intervenants de venir devant. Et on va passer à la discussion un peu plus générale. Donc allez-y, si vous avez des questions à un des intervenants. Oui. Je suis surprise en fait de la faible vitesse. Alors c'est vrai que c'est une question d'athlète. De la faible vitesse de ces athlètes, puisque ça correspond à peu près, comme tu disais, à 25 km/h, donc 15 secondes de 100 mètres. Et je suis surprise en fait que, a priori, on a l'impression que la force est beaucoup plus importante que la vitesse.
Bah, c'est ce qui en ressort, c'est-à-dire que ce qu'on s'aperçoit, c'est que nos jeunes handballeurs ne sont pas des coureurs, des sprinteurs. Et que ce qui va faire la différence chez eux, et la performance, ce qui en sort de ce qu'on a pu faire, c'est que la performance est plutôt liée aux 3-4 mètres du début de l'action, et d'être capable de prendre sur ces 3-4 mètres en 2-3 pales, et c'est de faire la différence sur ces 3-4 mètres. Et que derrière, et ces fameux profils que je te montrais, le profil bleu, c'est celui qui va être capable d'aller très très vite sur ces 3-4 mètres, qui est pour nous, pour l'instant, le plus performant. Le profil rouge, qui va aller à des vitesses supérieures, hein, parce que je me suis arrêté à 30 mètres. Hein. Il va monter, alors, pour avoir calculé, jusqu'à 7, voire pour les meilleurs, 8 mètres secondes. D'accord ? Mais il a un profil plutôt régulier, qui est... Ouais. Voilà. Mais justement, alors, a priori, la force, alors après, il faudra mettre le protocole en marche pour savoir comment le tester pour le hand. Mais un autre paramètre, c'est la durée d'effort. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sortent et qui rentrent, et le fait d'avoir une activité sur 1 heure, est-ce que l'endurance vitesse, l'endurance aérobie ne sont pas aussi fondamentales? Alors, oui, bien sûr qu'elles vont rentrer en jeu, mais on a l'idée qu'a évoqué M. Boyas tout à l'heure dans sa proposition, c'est que c'est l'alternance on va dire, des efforts intenses et brefs avec des phases de récupération qui fait la base du handball. C'est-à-dire que la base de la pratique du hand qu'on observe, c'est l'alternance permanente d'une activité brève, intense, explosive, qui demande énormément, et c'est ça là-dessus qu'on arrive, de force et de capacité, et une récupération. Alors, le travail de récupération, je pense qu'on pourrait y revenir. Active, récupération rapide, bah là, c'est aussi une base de performance, on pourrait en reparler. Mais bien sûr que le fait de maintenir un match, celui qui joue concrètement, on est quand même 12 sur le banc, classiquement, hein, mais celui qui joue, bien sûr, les 60 minutes du match va bien sûr perdre en performance à la fin du match, on est bien d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment au départ du match, je peux le mettre dans les conditions pour être le plus performant possible. Et comment, de l'entraînement, je peux l'amener à avoir peut-être une performance plus élevée, en tout cas au début, avec toute l'histoire de la fatigue, etc. Alors le psychologique, la fatigue, etc. va rentrer en jeu, bien sûr. C'est toutes les limites de ce qu'on propose ici. Hein. Je fais bien l'étude que des membres inférieurs. Et comment les amener à être, entre guillemets, meilleurs à un moment donné au début du match. Bien sûr que la fatigue... même l'aspect psychologique de perdre sur quelques buts au début rentre complètement en jeu dans la performance d'un joueur. Mais, voilà, Le facteur de la performance, c'est vrai qu'on pouvait penser que l'ensemble du match était pris en compte. Non, je m'éloigne. Là, honnêtement, je ne veux pas prendre en compte l'ensemble des matchs. Ouais, si dans la littérature, ça a été montré évidemment que la fatigue et que la répétition des efforts altérait les capacités physiques des individus. Alors après, c'est ça, on a quand même un temps de récupération. Alors évidemment, c'est variable en fonction des matchs, de l'équipe adverse, de la formation et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est qu'ils ont quand même le temps de récupérer suffisamment pour être capable de produire un effort quasi maximal à chaque fois qu'ils en ont besoin. C'est ça, c'est que... Et après, si c'est plus possible, tu sors et puis c'est un autre qui prend ta place. Et une autre question aussi concernant la vitesse moyenne, donc de 25 km/h, Sébastien, c'est pris en compte sur le match sans les temps de pause, j'imagine? Non, ouais, en fait c'est ça, c'est que les 25 km/h c'était les vitesses de course maximales observées. C'était moyenne. Non, c'était maximal. C'était maximal, ouais, c'est ça. Et sinon, vitesse moyenne c'est en mètres par minute et ça va vraiment pas vite. Oui. Et l'idée, ouais, c'est ça, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que ça paraît pas vite en effet, mais c'est parce que le temps de lancer ta course, si en plus tu as le ballon à gérer et le temps de. En fait, tu peux pas courir à fond jusqu'au but parce qu'il faut que tu gères un peu les défenseurs, le gardien, le duel qui arrive et tout. Donc en fait, ils ont le temps d'exprimer leur vitesse que sur quelques mètres. James, même sur une ligne droite, ils ne vont pas au-delà de 25 km. Ouais, mais eux, c'était des jeunes. Oui, mais voilà. Après, on n'est pas sur des séries d'adultes. Hein. Des 13 ans, on imagine bien qu'à 13 ans, ils ne peuvent pas pronostiquer. Déjà, quand ils sont à 6 ou à 7 mètres secondes, pour eux, c'est déjà un niveau élevé, quoi. Voilà. Alors, on n'a pas du tout la catégorie d'adultes qui nous permettrait de savoir vraiment leur vitesse maximale. Entre guillemets, moi, ce qui m'intéresse, c'est même avec changement de direction, parce qu'honnêtement, là, on n'a travaillé que sur une ligne droite, et je pense que le changement de direction est on pourrait le faire. Hein. C'est ça qui va être intéressant de travailler sur le changement de direction, parce que c'est quelque chose qui est, voilà, etc., qui serait plus intéressant. Ouais, mais l'idée c'est ça, c'est que là, on rentre, on va dire, dans l'étude par l'intermédiaire des jeunes. Mais de cette façon-là, on va chercher à établir, et c'est ce qu'il va falloir faire chez des populations adultes confirmées, en fait, pour établir les profils force-vitesse de référence, des vitesses de course de référence. Et puis, c'est sûr que les tests qui ressortent dans la littérature sur le handball, ce sont des tests avec des changements de direction.
À la fin, on a déduit deux profils types, et avec un qui était plus performant que l'autre chez les jeunes, mais du coup, est-ce qu'on a une idée de l'impact de la croissance sur ces profils? Alors, c'est la fameuse question, hein, c'est-à-dire que l'impact, comme toute formation ou entraînement, hein, c'est-à-dire qu'on cherche à développer quelque chose sur nos jeunes en même temps qu'ils ont une période de croissance. Et on est soumis à cette ambiguïté permanente qui est de dire la période de croissance, est-ce qu'elle va le faire elle-même ou est-ce que c'est à nous de le travailler? Nous, on prend le principe, et mes collègues répondront peut-être l'idée, en tout cas moi en tant qu'entraîneur de club, je prends le principe que je vais mettre en œuvre les moyens pour qu'il développe ou qu'il aille plus loin dans cette dynamique, même si la croissance a une influence claire et nette, sachant qu'on est dans une période où on est sollicité à toutes ces transformations-là. Et en tout cas, en tant qu'entraîneur, nous on prend ce principe-là, même s'il va grandir morphologiquement et qu'il va peut-être développer d'autres capacités, etc., je vais quand même mettre en œuvre les moyens pour que peut-être il puisse développer encore plus de force sur un laps de temps plus court, parce qu'il est peut-être trop loin de ce que moi j'attends pour l'instant, quoi. Voilà. Mais je suis bien d'accord qu'avec toi, les facteurs de croissance et d'évolution vont amener les jeunes aussi à se transformer. Alors, comme on dit, en masse, en prenant de la masse, qui va peut-être aussi diminuer ces facteurs-là, ou voir pendant de l'envergure, qui va peut-être aussi travailler sur une musculation plus forte, etc., qui va les amener peut-être à développer d'autres. Mais l'idée, c'est quand même qu'on aille, même avec ces facteurs de croissance, qu'on essaye d'apporter. En tout cas, c'est notre idée de terrain. Alors après, je ne l'ai pas formalisé en recherche, hein, honnêtement, aucunement. C'est juste... Ça fait que 2 ans qu'on a commencé à faire les mesures. Donc si on arrive à suivre notamment ta population moins de 15 et les poursuivre, parce que c'est l'avantage de pouvoir collaborer avec un club local, donc les sélections départementales, c'est la facilité le suivi sur du long terme. Donc, on est dans les premières phases, comme dit James. Juste un mot sur... Après, il existe des modèles à l'objectif, j'en ai parlé ce matin, qui permettent de prendre en compte la dimension corporelle, etc. des gamins et de les appliquer au âge. On pourra aussi comparer dans les âges Ouais, et par rapport à ce problème de travailler chez les jeunes, il y a tout un pan de la littérature scientifique sur le relative age effect, et notamment chez les footballeurs, où on dit, en fait, ok, est-ce qu'on cherche à recruter les jeunes joueurs qui vont être bons bientôt, ou on cherche à avoir la sélection de jeunes la plus performante au moment T, parce que dans la littérature, tout ce qu'on observe, c'est que les joueurs qui vont former les sélections de jeunes sont les jeunes, en général, qui sont nés au début de l'année, parce qu'ils ont en effet une croissance qui est plus rapide, ou des choses comme ça. Et ça, ils essayent de contrecarrer ça un petit peu. Mais la question elle se pose, c'est est-ce que je cherche à avoir l'équipe de jeunes la plus performante, ou alors de choisir les jeunes avec le plus de potentiel, même s'ils ont un retard de croissance, quitte à léser mon équipe de jeunes pour ensuite avoir une équipe adulte plus performante. Donc voilà, donc ça, évidemment, il faudra le prendre en compte. Donc là, je rebondis juste sur la question. Vous avez vérifié les stats pubertaires, justement, Non, c'est pour ça qu'on est vraiment au début du travail et qu'on n'a pas... Mais j'admets tout à fait que la question est complètement... Il y a quelques travaux produits, mais on est encore loin. Par exemple, on n'a pas de... Voilà, on n'a aucune référence de travaux sur les stades pubertaires, en tout cas en Inde, et on a quelques éléments, quelques petites choses que M. Boyas a pu retranscrire, mais c'est vrai qu'on en est loin de travail qui pourrait être... Maxime ? Et comment vous quantifiez individuellement sur les jeunes joueurs pour passer du profil B au profil A? Alors c'est un travail qu'on fait sur des développements de force qui peuvent être repris comme on a pu le montrer. Alors pas de musculation sur les jeunes, on soit bien d'accord, hein, mais sur des travails sur de très courtes distances avec à vide, d'accord, avec des travails de changement de direction, de changement d'appui, où on va leur demander de s'améliorer. On va faire de la répétition avec manipulation de balles sur 10 mètres, sur 5 mètres. Et on a fait un travail, en gros ils commencent leur séance, hein, c'est un peu le principe, où on peut mettre en place un circuit où on va pour certains leur dire vous avez celui-là, inversement les autres peuvent. Voilà, c'est l'idée de pouvoir, en fonction des profils, leur dire vous allez par là et on va aller travailler sur de la force à vitesse, pour monter une vitesse élevée, une accélération importante. Donc on va mettre en place plutôt un circuit qui va travailler ça. Les autres, on va conserver ça, on va retravailler sur d'autres choses et commencer la séance ou le début de la séance en essayant déjà. Alors bien sûr, après on remet tout le monde ensemble. Le travail du hand, c'est un sport collectif. Hein. On ne fait pas des séances complètement dissociées, mais c'est de pouvoir. Alors on ne rajoute pas de séances supplémentaires, on ne met pas de travail de musculation. Hein. On pourrait imaginer que sur les moins de 17, moins de 16, il pourrait y en avoir. Ce qui est le cas des moins de 18 nationaux. Cela pourrait aller vers ce travail-là et qui pourrait aller travailler sur un travail de force, comme on l'a pu évoquer avec on a vu la même chose sur le BMX, sur le travail de force qu'ils pouvaient développer. On aura les mêmes protocoles pour des gens qui ont commencé à avoir des morphologies complètement développées. Pour les autres, on serait plutôt sur des travails de mise en œuvre purement de terrain qui vont aller charge à vide et qui vont essayer d'améliorer ça. Mais seulement avec un travail avec admettons GPS et faire que de l'intégrer, est-ce que ça pourrait être pas...
Alors là, je sais pas, je vais pas te dire si ça va vraiment. Ce que nous on a essayé de mettre en place, c'est à notre niveau. Alors voilà. Maintenant peut-être, je sais pas. Voilà, j'ai pas testé, et je pourrais pas te dire si c'est vraiment opérationnel. Pour un exercice musculaire, genre squat ou développé couché, il y a les stratégies de recrutement musculaire qui sont complètement différentes d'un individu à un autre. Est-ce qu'elles ne pourraient pas influer justement sur quand on essaye de catégoriser un profil pour une personne? Par exemple, qu'il n'ait pas du tout la même stratégie musculaire. Sur un squat, par exemple, il va bien moins utiliser certains groupes musculaires que d'autres. Est-ce que ça influerait pas aussi justement le fait qu'il soit plus mis dans un profil que l'autre, alors que c'est en fait ces stratégies de recrutement qui... Ouais, mais alors après, l'idée, c'est oui, évidemment, ça peut rentrer en compte, mais après, c'est aussi une possibilité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on essaye de faire comme tâches d'évaluation sont des tâches qui peuvent être proches de l'activité. Et au handball, on a de la chance d'avoir des sauts qui sont assez importants. Donc, quand on va faire de l'évaluation des profils force-vitesse avec du CMJ, ça va être quelque chose qui est proche de l'activité. Donc, a priori, on a une tâche d'évaluation qui est proche de la tâche écologique. Et à partir de là, si en effet il y a un individu qui a des performances en deçà des autres parce qu'il a une mauvaise coordination, eh ben, il va sans doute l'avoir aussi dans la pratique du handball et ça va forcément le pénaliser. Donc après, les capacités de recrutement musculaire, elles sont forcément déterminantes. Les coordinations intermusculaires et tout, forcément aussi. Et par rapport à ça, on revient à notre schéma sur la croissance qui perturbe un petit peu toutes ces coordinations. Mais voilà, l'idée c'est que, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage, si on a des problèmes de coordination et tout, ben, ça va impacter aussi sur la performance. Après, peut-être qu'il est possible de le retravailler. Et là, du coup, il faut adapter sur des programmes d'entraînement spécifiques. Et je pense que ça y participe, c'est sûr, mais après, voilà, c'est dommage. Non, mais après, c'est ça, c'est que ça explique les différences. C'est un facteur lié, donc après, c'est compliqué de... Mais c'est sans doute un facteur qui explique les différences entre les individus. Élise. Et est-ce que du coup un travail spécifique sur les membres inférieurs pour faire évoluer le profil force vitesse sur des joueurs qui sont en départemental, des jeunes joueurs, ce serait utile ou pas? Ou c'est pas encore trop spécifique pour... alors, je dis pas que c'est pas utile, je dis juste que nous, on l'a fait sur des joueurs qu'on considère en gros, qui représentent un niveau. Alors, juste entre nous, on a quand même été avec Sylvain voir le médecin de l'équipe de France, parce que l'idée, c'est aussi de s'intéresser à ce profil optimal, etc. Donc, on a déjà discuté avec lui. On a commencé les bases du travail sur des joueurs qui sont des joueurs susceptibles d'atteindre un niveau plus élevé ou d'aller vers du haut niveau. Voilà. Alors, moi, honnêtement, les joueurs départementaux, ou en tout cas la conception que j'en ai quand on est entraîneur, il n'y a pas de contre-indication à la pratique de travailler sur ces profils-là. Sauf que faut savoir dans quelle pratique du sport ils font. Moi, j'ai deux visions du sport, qui est celle qui, entre guillemets, il y a des joueurs qui rentrent dans la pratique compétition, sélection et choix personnel, où eux veulent vraiment, et ils sont dans cette compétition-là de moi je veux rentrer au pôle, moi je veux ça. On en a des joueurs, hein, voilà, le profil bleu que vous aviez là, que je vous ai présenté, c'est un profil de joueur qui postule au pôle espoir ici à Nantes, qui postule, voilà, ce sont des joueurs qui sont là pour, voilà. Et à l'inversement, j'ai des équipes départementales qui viennent aussi pour le fait d'être en loisir, etc. Alors, on peut toujours mettre en place un travail d'entraînement qui nous semble pertinent, parce que c'est toujours pertinent de les faire travailler sur ces profils-là, d'accord? Mais n'essayons pas de... Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le haut niveau nous donne la performance. Alors, en départemental, moi, je dirais oui, à moindre niveau, etc. Sachant que, voilà, ça sert à... Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire techniquement, plein de choses à faire qui vont peut-être changer beaucoup plus la performance que le travail de profil force-vitesse. D'accord? Un travail sur... prise d'intervalle, tout ça, qui sont où on ne sait pas où on court, on va droit sur le défenseur, tu vois. Il y a des trucs qui me semblent de base, un espace, un joueur, tu vois, ça. Déjà là il y a beaucoup de boulot et on améliorera grandement la performance. Il y a d'autres questions. Du coup, c'est le profil qui sont du coup optimaux et avec lesquels on dit que on détermine tel profil qui est le plus performant qu'un autre. Est-ce que justement ces idées d'action optimale, elles sont réellement la plupart du temps sur chaque jeu atteintes en termes d'optimisation? Parce que sur chaque jeu, on ne peut pas dire qu'on est à fond. Alors, le principe du... Ouais. Aussi, il y a le principe de la fatigue. Et donc, si on attache à ça une performance, surtout au niveau du membre inférieur, on a un profil A qui est meilleur qu'un profil B. Alors qu'on atteint quasiment jamais sur chaque jeu sa puissance et sa vitesse optimale. Et du coup,
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, l'idée du profil optimal, c'est de donner un repère. C'est l'idée, c'est comment individualiser le travail. C'est-à-dire que si on n'a pas un repère pour se dire, voilà les joueurs qui sont en équipe de France, voilà où ils en sont sur leur profil force-vitesse, voilà ce qui semble être pour le poste, parce qu'on se questionne, c'est-ce qu'il y a les mêmes profils force-vitesse pour tel ou tel poste, c'est une question qu'on se pose encore. Nous, chez les jeunes, on ne fait pas de différence pour l'instant, mais ça questionne quand même énormément. Par rapport à ça, si on a un repère, c'est de savoir quel travail on doit individualiser. Bien sûr, on est bien d'accord qu'ils n'atteindront pas tout ça, que dans le match, on ne l'aura pas tout le temps, mais le repère du travail, il faut bien qu'on se donne un repère pour se rapprocher de ça. C'est ça l'idée d'avoir un profil optimal, c'est de se dire où est le repère et où il en est par rapport à ça. C'est pas dénaturer la qualité de l'individu. On a parlé de la VMX, sur la symétrie, ça va top. C'est top. Ça va fonctionner. Là, c'est pareil, on a un peu final. Ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que finalement le joueur il faut le modifier pour qu'il joue ailleurs ou est-ce qu'il faut respecter sa capacité et lui dire finalement reste comme ça, c'est bon. Voilà. Le profil va juste permettre d'avoir une idée. Le moins bon, peut-être qu'on pourra, qu'il a des capacités supérieures, etc., qui vont être spécifiques pour le jeu, peut-être qu'on va pouvoir l'améliorer pour que ça aille dans le bon sens. Il ne faut pas dénaturer. Voilà, j'aimerais bien voir le profil fort vitesse de Lucas Ballot, je pense que ce sera peut-être pas le profil optimal de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc par rapport à ça, je pense qu'il faut avoir une barre pour se fixer une idée du travail. Et puis en fonction de ça, l'écart entre les deux va nous donner ce qu'évoque. Alors sans dénaturer le joueur, parce que voilà. Sur le terrain, si le gars il est performant sur le terrain, à un moment donné, tu dis hop là. Il est bon, on va pas le perturber en disant tiens, on va faire un petit plus, tu vas lui faire perdre des qualités physiques, etc. Non, c'est pas le but du jeu. C'est la performance. On regarde la performance. Est-ce qu'on peut encore améliorer un peu ou est-ce qu'on regarde ce qu'il fait déjà? Son profil, il est adapté à lui-même, quoi. Surtout que cette analyse, pour l'instant, la présentation fait uniquement sur le profil des membres inférieurs, mais peut-être qu'après, justement, en combinant avec le profil des membres supérieurs, c'est peut-être à ce niveau-là que dégagera le profil optimal. Il y a une forme de compromis entre la qualité membre inf et la qualité membre sup. Donc ça va être par la suite. Il faut aussi prendre cette. Voilà, c'est un tout début de travail. On en parlait encore ce matin, on peut courir très vite vers le but, mais si après. T'attrapes pas la balle. Le but finalement, c'est qu'il faut marquer, quoi. Au final, qu'est-ce qui conditionne aussi beaucoup la perf, c'est quand même le gène. Tu peux gagner 4 mètres devant tout le monde, mais si à chaque fois qu'on fait une passe, tu la rates, ça pose problème aussi. Sur le recrutement que vous faites à haut niveau et sur les données que vous nous employez, vous n'avez pas peur que le fait d'avoir des données anthropométriques sur les joueurs de l'équipe de France, c'est des monstres, et orienter les jeunes pour aller vers ça, et puis casser un peu le talent, quoi. Ouais, mais justement, c'est pour ça que c'était plutôt des questions. C'est voilà, est-ce que l'individu, on se dit bon, il est comme ça. A priori, en plus, ils sont encore en phase de croissance, donc on peut éventuellement évaluer les statuts de BRTR et tout. On va se dire il va évoluer comme ça. Est-ce que il vaut mieux pour lui conseiller de peut-être s'orienter vers tel type de poste? Par exemple, si on a un joueur qui a des bonnes qualités de vitesse et tout, il se dit il pourrait faire peut-être un bon arrière, mais il est un peu petit. Est-ce qu'on va le basculer sur l'aile parce qu'il est un peu plus petit? C'est une question qui est pertinente. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des arrières qui ne sont pas forcément très grands et qui sont performants. Alors après, c'est à la marge, évidemment, mais il ne faut pas négliger ça. Et l'idée, c'est, encore une fois, c'est en complément, quoi. C'est se dire que c'est, ok, lui, il tient bien la route et tout, de quelle façon on va pouvoir optimiser son jeu. Voilà. Est-ce que, par rapport à ce qu'il fait, vaut mieux qu'il s'entraîne comme ci, comme ça. Je pense en effet que c'est pas intéressant de transformer complètement un joueur. Alors après, sur les postes de champ, évidemment, on peut éventuellement faire quelques transferts. Évidemment, s'il y a un mec ça fait 10 ans qu'il fait du hand et qu'il est arrière, on dit ah ouais non, t'es grand, t'es souple, tu vas être gardien. Voilà, ça va sans doute pas le faire. Mais ouais, c'est vraiment à chaque fois, c'est un complément. Encore une fois, c'est que la partie physique, membre inférieur pour l'instant, enfin voilà, c'est vraiment en complément pour éventuellement encore gagner un petit peu en perf, quoi. Sans dénaturer les capacités et les qualités des joueurs, on est d'accord. Bien sûr. Après, il faut un niveau. Ce matin, je parlais à Léon, c'est une chose, c'est-à-dire que l'idée de base, c'est de voir chez les hauts niveaux, chez les cadets, juniors, des hauts niveaux, la perf, la relation avec la perf. Et après, évidemment, on va pas amener tout le monde à ce niveau-là, mais ça va peut-être permettre de changer les mentalités, de dire attention, finalement, là, vous oubliez ça, etc. Donc, c'est ça l'idée, en fait. Et après, c'est aussi d'aller dans un système de prévention des blessures, etc.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais en poser une, moi, quand même. Il y en a une qui me dérange. Non, c'est concernant, vous avez parlé beaucoup de la spécificité des postes, notamment Sébastien dans son introduction. Quid du gardien? Parce que le gardien, il a quand même un rôle très important au hand. Et pourtant, je pense que les qualités qu'il doit avoir, elles sont complètement différentes des joueurs de champ. Ouais. Alors, est-ce que ces profils force-vitesse sont intéressants également pour les gardiens? Est-ce que la raideur globale est intéressante également? Enfin, quid du gardien? Comment vous l'envisagez dans votre mais en effet, le gardien, il est complètement à part. Enfin, c'est dans beaucoup d'activités comme ça, hein, mais le gardien, il est complètement à part. En effet, il n'a pas... Enfin, voilà, ce qui va vraiment être... Déjà, il faut être... la première qualité pour moi, pour un gardien de hand, c'est qu'il faut être courageux. Et ça, physiquement, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, voilà, donc ça n'a rien à voir avec un profil physique. On en parlait un petit peu avec Sylvain sur est-ce que c'est des réflexes, est-ce que c'est des anticipations et tout. C'est quand même plutôt de la lecture avant le tir, parce que si tu te réveilles quand le ballon est parti, tu ne l'attrapes jamais. Donc c'est de l'anticipation. Et après, par rapport à une certaine rapidité gestuelle, il faut l'avoir, c'est sûr. Encore une fois, on parle de talent, on parle de différence. Le gardien de l'équipe nationale espagnole, il n'est pas grand, il n'est pas costaud. Enfin voilà, c'est, il est pas très grand. Oui, il est grand quand même. Voilà, pour les joueurs de hand, il est un peu. Voilà. Donc le gardien, c'est pas quelque chose qui va pouvoir s'appliquer. Non. Dans mes profils, les gardiens sont pas dedans. Pour une raison simple, c'est qu'ils rentrent, c'est carrément le profil C. Tu prends leur courbe, on est vraiment parmi les 29 que j'ai pu suivre, on va dire les 5 gardiens qui sont dans la pratique, je peux pas les rentrer dedans. Parce qu'on a des profils mais atypiques complètement, quoi. Bah, pour des raisons. Si c'est pas courir, le gardien, c'est pas grave. Voilà, mais c'est là-dessus ta réponse. Ouais. Moi, dans mes profils, j'ai volontairement, et je le savais d'avance, je l'aurais fait, plus pour voir. Alors, les profils.